Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le 365e jour de cette année de staking. On va faire le bilan et on va voir si j'ai réussi à sauver les meubles parce que cette année a été très chargée, il y a eu pas mal d'événements. Allez, on perd pas trop de temps, on commence par les doubles investissements. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur les doubles investissements, donc pour ceux qui auraient oublié ou pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, les doubles investissements concrètement c'est des paris qu'on fait à la hausse ou à la baisse sur une crypto. Je vais vous expliquer un petit peu plus quand on sera sur le tableur, et personnellement je les ai fait sur OKX parce que c'est une des rares plateformes qui continue de proposer ce service. Donc si vous avez envie de découvrir les doubles investissements, vous avez mon lien pour OKX dans la description. Bref, les deux paris que j'avais fait c'était sur du Bitcoin et de l'Ethereum. L'objectif de prix c'était 30 000 $ pour BTC et 2200 $ pour Ethereum. C'est des valeurs qui sont assez élevées par rapport au cours actuel, on est autour de 16 000 sur BTC et 1200 sur Ethereum. Pourquoi c'est des valeurs aussi élevées? Parce que c'était un pari à la hausse. Si BTC arrivait à cette valeur de 30 000 $ à la date de fin, donc le 30 décembre 2022, et ben mes bitcoins étaient vendus à cette valeur-là, à 30 000 $, mais peu importe à quel prix. Si BTC il était à 31 000, c'était vendu à 30 000, s'il était à 40 000, c'était vendu à 30 000, etc., etc. En plus de ça, sur toute la période, j'ai eu des intérêts, 10% annualisés, donc là, comme c'est sur plus de 3 mois, ça fait facile 3% d'intérêt. Si je vais sur mon onglet gains crypto sur mon tableur, je peux voir les gains que j'ai fait concrètement en BTC, je les ai notés ici. C'est l'équivalent de 5 $, c'est pas non plus folichon, mais ça reste du Bitcoin, faut pas oublier. Et sur mes Ethers, j'ai eu à peu près 2 $ d'intérêt, soit 1,5%. Bref, tous ces gains, je les ai notés sur mon application de suivi. Pour rappel aussi, toute l'année, j'avais utilisé l'application de FTX. Maintenant, depuis le crash de FTX, je suis sur Delta. Et j'ai retrouvé un truc, j'avais 3 USDT qui traînaient sur OKX. Alors, le compte que j'utilise OKX, il y a aussi mes cryptos perso dessus. Donc, j'ai eu tendance un petit peu à m'emmêler les pinceaux. Mais en retournant sur mon tableur et en regardant mes gains sur les stablecoins, j'avais oublié ce petit passage. Quand j'avais misé sur les doubles investissements des USDT, il y a un moment j'avais gagné à peu près 3 $, franchement on peut arrondir à ce niveau-là. Et tout le long il me semble que j'avais carrément oublié de le rajouter dans mon suivi, donc maintenant c'est sur mon Delta, il y a mes 3 USDT. Je vais pas aller très loin avec, mais au moins ils sont là. Et je reviens une dernière fois sur Delta pour vous montrer comment j'ai ajouté mes gains. Parce qu'il y a un truc auquel il faut faire attention. Si vous ajoutez des gains d'une certaine manière, ça va faire un petit problème entre guillemets dans votre suivi. Vous voyez ici, il y a le prix moyen auquel j'ai acheté du Bitcoin, donc c'est autour de 19 000 $. Alors c'est vraiment à titre d'exemple pour la vidéo, pour que vous voyez ce que ça donne. Si d'un coup je reçois 5 BTC, ça devrait drastiquement baisser la valeur en moyenne à laquelle j'ai acheté du Bitcoin, puisque ceux-là, c'est comme si je les avais eu gratuitement. Mais là, quand je vais ajouter la transaction des 5 Bitcoins que j'ai reçus, vous voyez que dans Owned, donc dans les Bitcoins que je détiens, il y a bien les 5 nouveaux BTC, mais mon prix d'achat moyen est toujours de 19 000 $. Donc c'est vraiment séparé en fait. Quand vous recevez et quand vous achetez des cryptos, c'est séparé. Et moi, ça m'embête en fait quand je fais mon suivi, parce que les gains que je vais faire sur du double investissement, sur de la DeFi, j'aime pas quand c'est séparé, j'aime bien quand ça baisse en fait ma moyenne d'achat. Donc pour pallier à ce problème, il faut pas ajouter la transaction comme ça, il faut l'ajouter en passant ça pour un achat à 0. Donc je mets que j'ai acheté 5 bitcoins et que au total ou par bitcoin j'ai payé 0 $. Là si je mets la transaction à jour, vous voyez que ma moyenne d'achat sur BTC est descendue à 638 $. Là ça l'a pris en compte dans la moyenne d'achat. Évidemment on va retirer cette transaction, sinon ça va carrément fausser le bilan de cette année. Trêve de blabla, je suis sur D-Bank. Il y avait 2 stratégies qui étaient en cours sur Venus et sur AAV. Alors sur Venus c'est très simple, j'avais juste déposé des BTC, mais sur AAV j'avais fait un long sur le Bitcoin qui s'était super bien passé sincèrement. Je sais plus quel jour exactement je suis rentré, mais je suis rentré vers 16 100 $, donc vraiment sur le bottom ici. Et juste après on était monté mais directement à 17 000 $, un petit peu après à 18 000, j'étais assez confiant à ce moment-là, j'ai pas sorti mes gains, malheureusement, voilà, petit smiley triste juste après, on est revenu dans les 16 000 $, on est autour de 16 500, 16 600 en ce moment, ça va parce que je suis toujours en gain, techniquement, mais je suis quand même passé à côté de 200, 300 $ de gains, c'est dommage, j'aurais pu remettre un petit peu de vert dans mon bilan de cette année, mais on va faire avec. Donc je me rends dans un premier temps sur Venus pour pouvoir retirer ma stratégie. C'est super simple, je connecte mon portefeuille et là je vais retirer les bitcoins qui sont déposés, qui travaillent à 0,31% d'intérêt.
Donc tout simplement, je clique dessus, withdraw, je dois les approuver avant de les retirer. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'avais oublié de brancher ma Ledger. Donc c'est déjà fini pour Vénus, j'ai des intérêts latents entre guillemets en XVS, je vais pas les retirer parce que ça vaut à tout péter 15 centimes, mais ça va me coûter quelques dollars en frais de transaction pour les récupérer, donc ça n'a aucun intérêt. Je vais m'asseoir dessus, tant pis. Donc là je reviens sur mon tableur, j'ai besoin de récupérer cette valeur de Bitcoin, hein. C'est ce que j'ai fait avec les 1200 dollars que j'ai empruntés. Donc je vais copier cette quantité et je vais la retirer de AAV, parce que rappelez-vous, j'avais déposé mes BTC, emprunté des USDC par-dessus, converti mes USDC en Bitcoin et je les ai redéposés sur AAV. Donc en soi mon long il est là, on va le retirer. AAV qui m'explique que là mon health factor sera bas, qu'il faut faire attention. J'ai prévu de retirer ma stratégie entièrement aujourd'hui, donc je ne m'en fais pas trop. Le Bitcoin, visiblement, il est déjà approuvé, donc je peux retirer tout de suite. Et là, pour finir, je me rends sur OneInch pour échanger mes Bitcoins contre des USDC, donc BTC USDC. Et là, on va voir à peu près combien m'a rapporté ce long. Ah, c'est vraiment les gains du siècle, hein, 8 dollars à peu près. Tant que je suis sur OneInch d'ailleurs, on va utiliser le nouveau mode qu'ils ont implémenté, le mode fusion. Ça permet de passer des transactions rapides et avec un prix de 0 dollars. C'est assez abusé. Alors, j'ai pas encore bien compris comment fonctionnait le mode fusion, donc aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails techniques. Là, j'approuve mes BTC et ensuite, je vais pouvoir les échanger gratuitement. Donc là je passe la deuxième transaction qui ne coûte aucun frais puisque c'est une signature, il y a juste besoin de laisser une trace entre guillemets sur la blockchain. J'ai plus qu'à attendre quelques secondes, voire 2-3 minutes. Pour l'instant j'ai pas beaucoup utilisé le mode fusion, mais à chaque fois que je l'utilisais c'était super court. Voilà, c'est déjà fini, il s'est passé même pas 30 secondes. Maintenant je peux retourner sur AAV et je peux rembourser mon emprunt. Donc je vais sur le bouton Repay, je choisis le nombre d'USDC, évidemment je mets le maximum, hein, je veux tout rembourser. Là, j'approuve l'USDC. Alors, quand on approuve d'habitude, je vous dis de faire attention à la limite que vous approuvez, de mettre ce que vous avez dans votre portefeuille. Là, quand on est sur un protocole comme AAV, j'ai tendance à laisser la limite maximale de base et à annuler ensuite l'approvol. Je vous ai peut-être parlé chinois pour l'instant, mais regardez, suivez ce qui se passe à l'écran, je vais tout vous montrer. Donc là, j'ai pas touché à la transaction, je l'ai accepté tout de suite. Je vais pouvoir passer la deuxième transaction, hein, maintenant que mes USDC sont approuvés. Là, je vais pouvoir les rembourser à AAV. Et là maintenant, du coup, ce que je veux faire, c'est annuler l'approbation que je viens de faire par rapport à l'USDC. Hein. J'ai autorisé le smart contract d'AAV de piocher une quantité infinie d'USDC. Alors ça veut pas dire qu'il va se servir quand il veut dans mon portefeuille, bien évidemment. Ça veut juste dire que quand j'ai besoin de passer des transactions, AAV a le droit de prendre dans mon portefeuille pour exécuter ces transactions. Mais si jamais un jour ce smart contract est hacké, eh ben je lui ai laissé l'autorisation. Donc quelqu'un de malveillant en fait aurait du coup potentiellement la main sur mes actifs. En tout cas, si j'ai de l'USDC à ce moment-là sur mon portefeuille, donc je vais me sécuriser. Je vais sur mon wallet Rabby. Alors ça marche pas sur tous les portefeuilles. Hein. Si vous utilisez MetaMask, il faudra le faire avec un site externe. Sur Rabby, ça marche directement dans le wallet. Vous avez un onglet Approvals. Vous pouvez trier par smart contract. Moi, c'est ce que je vais utiliser. On a AAV juste ici. On a l'USDC, éventuellement l'USDT aussi que je pourrais révoquer, mais pour l'instant, il y a juste l'USDC qui m'intéresse. Je clique sur Revoke et là, ça me fait passer une transaction comme quand on veut approuver une crypto. Sauf que là, au lieu de l'approuver, on annule l'approbation. Voilà, c'est une transaction qui coûte vraiment pas cher. Alors évidemment, si vous êtes sur Avalanche ou sur la Binance Smart Chain, je vous déconseille de passer des désapprobations tous les jours, parce qu'à force, ça va quand même vous coûter cher hein, si vous n'avez pas des millions de dollars. Mais sur la blockchain Polygon, franchement, vous pouvez le faire. Les frais ne coûtent pas cher du tout. Bref, là je viens de passer ma dernière transaction, j'ai retiré mes BTC d'AAV, je vais aller voir les gains que j'ai fait en Bitcoin et je vais aussi noter les gains que j'ai fait en USDC et ensuite on se retrouve pour le bilan. C'est bon, j'ai noté mes gains sur mes Bitcoins, donc c'est vraiment très ridicule, hein. J'ai gagné à peu près 50 centimes en BTC pur, mais sur la Binance Smart Chain notamment, j'ai perdu 26 centimes dans les frais, donc autant dire que c'était pas ultra rentable. Et sur le long, donc le pari à la hausse que j'ai fait sur BTC, j'ai récupéré 5,6 USDC. Là encore, c'est pas non plus le pari du siècle, mais c'est mieux que rien. Donc si on fait un bilan, il me reste
reste tout ça comme actif sur mon portefeuille. Alors il y a des Ethereum et du BTC qui sont sur OKX, mais globalement ça nous donne ça. Je fais quand même un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi toute cette série. J'ai commencé l'année avec un capital de 5000 $. J'ai perdu dans un premier temps 1075,6 $ sur un bridge. Donc c'était sur le bridge de XY Finance avec le wallet de Thundercore. C'était des USDC et techniquement pour l'instant ils sont perdus. Je n'ai pas accès à ces USDC. C'est pas impossible qu'un jour je puisse mettre la main dessus. Je n'y crois pas du tout. Mais comme ils sont sur la blockchain, techniquement ils sont pas vraiment perdus de chez perdus. En revanche, là l'argent qu'il y avait sur Virus Finance et sur BXH, je l'ai vraiment perdu. Pour BXH, j'avais fait vraiment n'importe quoi. Je m'étais exposé directement au token BXH parce que c'était n'importe quoi, son prix faisait qu'augmenter et tout. Et là il y a eu un rug, donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont sorti des liquidités de BXH. Plus précisément, ils ont vendu un gros paquet de tokens BXH. Forcément, vu que j'étais exposé bêtement au BXH, j'ai perdu des sous-sous, 508 $ que j'ai perdu vraiment bêtement, sincèrement, j'ai pas d'autres mots. Et sur Virus Finance, c'est plus compliqué que ça. C'est un protocole de prêt et d'emprunt. Pendant un moment, il était gelé. On pouvait plus vraiment retirer ses cryptos. Il y avait un moyen de retirer ses cryptos en passant par un marché secondaire, mais du coup, ça m'a fait perdre quand même pas mal de sous-sous. 430 $. Ça, c'est vraiment de l'argent que je ne récupérerai jamais. Donc, si je me fais un petit peu, je sais pas si c'est l'avocat du diable ou l'inverse, du coup, plutôt, si je veux être un petit peu plus fair play entre guillemets en retirant les gros trucs qui me sont arrivés, je me retrouve avec un total de 3000 $, grosso merdo. Donc est-ce que je m'en suis bien tiré cette année, oui ou non? Plutôt bien, entre guillemets, je répète encore une fois, entre guillemets, si on prend en compte le fait que j'ai eu des pertes qui n'étaient pas 100% prévisibles, je suis au-dessus. C'est-à-dire que si on prend les pertes sèches, j'ai quand même réussi à faire du positif, à peu près 40 $, ce qui n'est pas non plus fameux. Mais si on prend en compte juste le capital de départ, faut pas oublier que justement sur la DeFi, c'est les aléas, il peut y avoir des risques, et c'est important de le préciser, et là je pense que cette année, j'en ai sûrement vacciné 2-3 d'entre vous, il y a des risques, j'ai commencé avec 5000 $, je suis à 3024 $ malheureusement. Sur un autre tableur, j'avais fait une simulation assez intéressante, c'était un DCA avec 5000 $, donc exactement le même capital de départ que j'ai eu sur ce challenge, et imaginons que chaque semaine je prends 5000 $, je divise par 52, donc ça donne 96 $ et des poussières. Imaginons que cet argent je l'investisse chaque semaine tous les lundis, vraiment à la première heure, sans me soucier du prix du BTC, ça donnerait ça. Ça donnerait qu'à la fin de l'année, j'ai 0,2 BTC à peu près, ce qui fait au cours actuel environ 3318 $. Donc ça veut dire que toutes mes carabistouilles sur la DeFi, etc., c'était vachement moins rentable, environ 10% moins rentable, que de faire un DCA tout bête sur Bitcoin. Et si je l'avais fait sur Ethereum, c'est encore pire, puisque aujourd'hui je serais à peu près 3473 $. Et en Ether, je serais à 2,9 Ethereum quasiment. Donc malheureusement, j'ai la sensation que cette année de staking, c'était plutôt un échec. Si jamais j'arrive à avoir à nouveau la main sur les sous que j'ai perdus dans le bridge, ça me ferait quasiment 4100 $. Donc je serais bien au-dessus de la valeur avec un DCA sur l'année, on est d'accord. Mais personnellement, je ne crois plus au Père Noël, donc je vais éliminer ce scénario de mon esprit. On va recommencer une nouvelle année de staking. Enfin, ce sera un petit peu plus compliqué que ça, je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais on va reprendre cette base de 3000 $ et je vais l'investir sur des cryptos directement, parce que vu le moment dans lequel on se situe, je pense, sur le cycle des cryptos, c'est peut-être pas le pire moment pour investir. Donc on va voir ce que ça fait d'investir en plein milieu d'un bear market. Et ça, l'expérience, on va la pousser sur tout 2023. Donc je vous donne rendez-vous probablement dans la première ou la deuxième semaine de janvier pour le premier épisode de la nouvelle année de crypto, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère aussi que cette série de vidéos sur 2022 vous a plu. J'espère que vous n'avez pas suivi mes investissements aussi. Il y a des disclaimers dans toutes les vidéos. Tout ce que je fais, c'est à titre de divertissement, éventuellement aussi parfois à titre de pédagogie, parce que mine de rien, on s'amuse, mais on essaye d'apprendre des trucs. Et c'est ce que je vais continuer de faire sur tout 2023. Bref, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année à tous et salut tout le monde.